Merci Jean-Louis pour ton soutien technique indéfectible. Alors, on va reprendre dans 1 minute, le temps que les derniers arrivants arrivent, que les derniers achats se fassent par rapport à ces livres, cette histoire, ces archives. Merci Jean-Louis pour l'introduction assez dense et complète sur l'histoire de Lumière dans la nuit et donc l'histoire des observations ovni en France et donc l'histoire des principaux auteurs en matière d'ufologie en France. C'était assez passionnant, c'était même parfois émouvant. Et là, je vois, il y a 2 visages en fait à mes côtés. Il y a un demi-visage Éric Zurker, moi je le dis à la Suisse, hein, c'est bon, tant pis, hein, voilà. Éric Zurker, et puis Aimé Michel à côté, donc Éric nous en parlera. Qui parmi vous connaît Éric Zurker? On lève la main. Ah, je suis célèbre, c'est bien. Écoute, il y a un quart de la salle qui ne te connaît pas encore. Donc, c'est l'occasion de faire connaissance. Qui a déjà lu des ouvrages, un ou des ouvrages d'Éric? Là, tu vois, déjà, on tombe à la moitié. Donc, la moitié ne t'a pas encore lu. Donc, on n'ira pas plus loin dans les questions qui pourraient devenir intrusives ou qui pourraient mettre mal à l'aise certaines personnes par rapport à ça. Et donc, Éric, merci d'être avec nous. Et donc, moi, j'ai pu faire ta connaissance et t'entendre lors de Echo Event en novembre dernier. En novembre 2023. Et puis, donc, Éric, c'est 40 ans de recherche, de travail, d'investigation, d'enquête sur l'ufologie. Tous ces ouvrages ont été publiés chez JMG Éditions. Il y en a plusieurs qui sont présents ici. Et puis aussi, là, vous voyez Aimé Michel, on en parlera... Enfin, c'est Éric qui va en parler dans le cadre de sa présentation. Et Éric se revendique, en tout cas assume, nous rappelle l'importance de la pensée d'Aimé Michel. Et Éric, son travail de recherche, d'investigation, moi j'ai envie de le dire de façon très caricaturale, hein, c'est assez basique comme ça, c'est un peu le Aimé Michel d'aujourd'hui. Mais bien sûr, il va dire non, hein, c'est normal, il est suisse, voilà, il y a une espèce de modestie, mais voilà. Mais en tout cas, il revendique et il assume explicitement le fait d'être dans la continuité d'une certaine façon d'envisager les dossiers UFO. Et ça, déjà, c'est précieux pour les temps d'aujourd'hui. Éric, à toi, vas-y, raconte-nous. Allez, c'est parti. Vous m'entendez bien? Ça va, ce redoutable engin marche? Bon. Bon, je vais vous parler un petit peu de recherche en ufologie. Vu le temps dont je dispose, je vais couper un petit peu par rapport à ce que j'ai dit à Echo Event. Je vais couper en 2, mais bon... Ouais, oui, voilà, ben c'est ça, je vais couper en 2. Alors, effectivement, pour moi, le b.a.-ba de la recherche en ufologie commence avec Aimé Michel, que j'ai eu la chance incroyable de rencontrer en 1978, notamment. Enfin, c'est lui qui a eu la gentillesse de me recevoir, parce que j'avais des questions précises à lui poser. Alors, il s'agit certainement du meilleur penseur que nous n'ayons jamais eu sur la question. Et moi, je lui ai posé une question en essayant de le coincer un petit peu, puisque Aimé Michel... il y a tout son travail, il y a toute sa pensée, mais il y a surtout certaines phrases clés en forme de sentence. On ne peut pas s'intéresser activement à l'ufologie ni comprendre tout ça sans comprendre ce qu'il a dit. Et voilà, ça c'est une des phrases très importantes d'Aimé Michel, qui est passée presque inaperçue à l'époque. Nous ne pouvons pas comprendre l'OVNI car nous n'avons pas les moyens de le penser. Pourquoi? Parce que Aimé Michel, c'est quelqu'un qui a une vision évolutive au sens de l'évolution des espèces. Pour lui, nous sommes face à une hyperphysique, pour ne pas dire une métaphysique, mais au sens laïque, pas au sens religieux. Et cette hyperphysique qui se déploie dans notre environnement, elle pourrait avoir 1 million d'années d'avance sur nous, par exemple, ce qui est une goutte d'eau à l'échelle de l'univers. Ça pourrait être plus, ou ça pourrait être 100 000 ans aussi. Voilà. Mais de toutes les manières, si on est séparé par cette distance qu'il nomme incommensurable, nous n'avons pas les moyens de comprendre l'OVNI parce que nous ne pouvons tout simplement pas le penser. Il est au-delà de notre propre imaginaire. Même de l'imaginaire, au sens SF, il est au-delà. Donc, ma question à Aimé Michel, elle était très simple. À partir du moment où on ne peut pas penser l'OVNI et que de toute façon, quoi qu'on fasse, il nous échappe, est-ce que ça sert encore de faire de la recherche? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Alors, il faut savoir que quand l'humain se trouve dans une situation pareille, il y a 2 attitudes. L'attitude majoritaire, c'est d'avoir une position néo-religieuse par rapport à ça. C'est ce que les élites nous reprochent d'ailleurs. Ça, c'est le plus répandu. Et après, il y a l'action de ceux que j'appelle les scientistes, qui puisent
dans notre environnement, c'est-à-dire dans le propre horizon de notre propre bulle évolutive, des éléments à droite à gauche comme ça, essentiellement la dernière lubie technologique qui vient de sortir d'ailleurs, et qui projette ça en l'air en pensant expliquer les ovnis par là. Alors Aimé Michel, ça le rendait fou, hein, ça. Il parlait de niveau zéro de l'ufologie, c'est pour vous dire. Hein, voilà. Donc, ni l'un ni l'autre. Alors ceci dit, il faut être honnête, à partir de quoi penser l'OVNI? On est un petit peu dans une ambivalence là. Et donc la question que je lui ai posée, voilà, est-ce que ça vaut encore le coup de s'y intéresser, de faire la recherche? Est-ce qu'on peut faire autre chose que de l'enquête? Et il m'a fait une réponse qui a orienté mon propre parcours, hein, je le reconnais volontiers. Il m'a dit ceci: vous retenez qu'en ufologie, il n'y a qu'une seule vérité au sens de l'aletheia. L'aletheia, c'est l'allégorie de la vérité chez les Grecs, hein, anciens. C'est celle qui remonte du terrain. Autrement dit, c'est l'information qui nous parvient de par l'interface humaine. Et il m'a dit, il n'y en a pas d'autre. Donc, notre seul moyen d'approche consiste à recueillir cette information, à la trier pour des raisons de pertinence, évidemment. Si vous construisez un échantillonnage qui n'est pas fiable, qu'est-ce que vont valoir vos réflexions, vos travaux, vos statistiques dessus? Rien. Donc, il faut trier tout ça. Et ensuite, il faut analyser de toutes les manières possibles, d'une manière déductive et inductive, donc déductive du général au particulier, inductive du particulier au général. Mais ça commence généralement par des statistiques, hein, tout ça. Voilà. Et c'est la voie que j'ai suivie. Alors, il faut savoir que dans ce domaine, là je viens de vous définir ce qu'est la recherche en ufologie. Dans ce domaine-là, il y a plusieurs façons d'opérer, mais le sujet est tellement vaste. J'ai coutume de dire qu'une vie entière à 8 heures de travail par jour ne suffirait pas à aborder toute l'information. Que vous êtes obligé de choisir un thème. Et c'est ce que font les chercheurs. Alors les chercheurs, il y en a peu. J'en connais, on finit par se connaître. La plupart d'entre eux, vous ne les connaissez pas, même si je vous disais leur nom, ça ne vous dirait rien. Parce que ce sont des gens anonymes, extrêmement discrets, qui ne font même pas partie du milieu ufologique, qui ne veulent surtout pas être sur le devant de la scène, et qui travaillent depuis 30 ans, 40 ans sur un thème, ce qui est assez admirable. Hein. Mais il y a un petit problème avec ça quand même, c'est qu'on a fait des trouvailles il y a très longtemps, il y a plusieurs décennies, et le public n'est toujours pas informé de ces trouvailles. Donc c'est pour ça que je commets un livre de temps en temps. Donc je suis quelqu'un d'un peu hybride, je suis très discret, je suis sur aucun réseau social, je suis nulle part. C'est difficile de me trouver, beaucoup me cherchent mais ne me trouvent pas. Et c'est voulu bien sûr. Je veux dire que tu es très élusif. Je suis très élusif, c'est très très bien, c'est ça. Donc à partir de là, je commets un livre de temps en temps pour mettre à la disposition d'un public intéressé naturellement, hein. Ça n'intéresse pas tout le monde ces histoires-là, ces renseignements. Alors les gens tombent des nues, évidemment. Comment? Ça fait 50 ans qu'on a découvert ça, et on ne le sait pas. Et comment c'est possible? Ben, c'est possible parce que c'est cette situation-là. C'est pour ça que je fais un bouquin de temps en temps. Donc, alors hop, ça a passé. Voilà. Alors j'ai parlé aussi avec Aimé Michel, à l'époque, c'était déjà dans l'air, de la dimension conscientielle du phénomène, dont beaucoup ne voulaient pas entendre parler à l'intérieur même du milieu ufologique. Et il m'a dit, mais... il m'a dit, voyons... si on est face à une hyperphysique, elle est nécessairement le produit de l'hyperintelligence qu'il a mise au point. Et ça devrait transpirer de temps en temps. Et donc, nous devons nous attendre à des observations au plus haut d'étrangeté et donc d'absurdité. Cette notion d'absurdité est très importante en ufologie, parce qu'évidemment, les détracteurs s'en servent, mais en vérité, qu'est-ce que l'absurdité? C'est la privation totale du sens. Ce qui veut dire que si vous parvenez à faire baisser le niveau d'absurdité, tout étonné, vous allez voir le niveau du sens qui remonte de manière symétrique. Et c'est une expérience qu'on peut faire, que j'ai fait plusieurs fois, et c'est vrai que c'est assez émouvant quand même, c'est un peu déstabilisant. Donc, voilà, il y avait autre chose, je vais en finir par là avec Aimé Michel, je pourrais vous parler 1 heure de lui, parce que c'est un personnage vraiment... très particulier. Hein. Déjà sur l'aspect physique, vous savez qu'il avait eu la polio à l'âge de 8 ans, je crois. Donc c'était un tout petit homme qui faisait 1,50 m avec un béret sur la tête, qui avançait avec une canne. Enfin,
C'était toujours un choc hein, de se retrouver face à lui, mais alors, quand vous êtes face à lui sur le plan intellectuel, attention, hein, il est à 100 quand vous êtes à 10, hein, faut bien comprendre ça. Pourquoi? Parce que c'est un véritable intellectuel au sens où on entend ce terme. Comme je le disais hier soir, aujourd'hui il suffit que vous ayez 2 doigts de culture et on vous traite d'intellectuel. Mais c'est pas ça un intellectuel. Un intellectuel c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser et d'assembler des concepts dans l'abstrait. Et quand vous êtes face à Aimé Michel, vous lui posez une question complexe, hein. Il vous regarde, j'en parle au présent, hein, excusez-moi, ça tourne 10-15 secondes, et puis il vous fait une réponse très compréhensible, hein. C'est pas... bon, et puis vous partez content avec votre réponse. Puis 10 ans après, à l'occasion d'une expérience fortuite, vous avez un choc, oh bon Dieu, c'est ça qu'il m'avait dit. Vous venez d'accéder à une strate souterraine de la construction de la réponse, et vous pouvez faire cette expérience plusieurs fois. C'est ça, Aimé Michel. Donc, ce qu'il dit là, en fait, c'est exactement ce qu'on observe. Vous savez, l'introduction de la caractéristique de la dimension conscientielle dans les années 70 a fait exploser l'ufologie française. Tellement on n'était pas préparé à recevoir ça. Lui, il avait très bien prévu, il avait dit ce qui allait arriver, et tout s'est passé exactement comme il l'avait dit. Alors, pour en finir avec ça, moi j'ai choisi les rencontres rapprochées, c'est-à-dire à peu près 13% de l'ensemble des observations. Pourquoi? Parce que justement, ce sont des observations qui sont de gros porteurs, qui sont porteuses d'informations. Vous voyez passer un disque dans le ciel à toute vitesse, bon, c'est bien. Mais un appareil qui se pose au sol, avec ou sans trace, c'est autre chose. Il y a nécessairement de l'information dedans. Donc c'est ça qui m'intéressait. Et puis j'avais une autre idée sous-jacente, mais ça tenait plus de l'intuition. Je pensais que les rencontres rapprochées, donc de type 1, de type 2, de type 3, dans la classification Heineck classique, je pensais qu'il y avait autre chose derrière. J'arrivais pas à formater ce qu'il y avait, mais je me suis dit pourquoi ça se produit et pourquoi ça se produit comme ça, ces histoires-là. Et j'en ai parlé avec lui, il m'a dit « Intéresse-toi à la communication et au langage ». Et c'est ce que j'ai fait. Donc, la recherche a débouché... Alors, on me pose souvent cette question ces derniers temps. Est-ce que d'après toi, depuis 80 ans, on en est toujours à rien comprendre de tout ça, ou est-ce qu'on a un petit peu progressé? Alors, je reste très nuancé, évidemment, mais je prends le risque de dire oui, on a un petit peu avancé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on recherche dans la recherche, justement? C'est pas un cas extraordinaire particulier. On le prend, bien sûr, mais c'est pas ça. Ce sont des données récurrentes. C'est le plus important. Et on s'est aperçu qu'il y avait, dans tous les témoignages, certaines données récurrentes. Et c'est comme ça qu'on a trouvé les caractéristiques du phénomène. Alors, qu'est-ce qu'une caractéristique? Eh bien, c'est quelque chose qui est défini par le taux statistique et que vous trouvez dans toutes les observations, pas seulement les rencontres rapprochées, hein, toutes les observations. Alors, vous en avez à 100%. Les 2 premières, vous les connaissez toutes, c'est la signature du phénomène OVNI, ça apparaît dès le début. C'est des comportements physiques hors normes qui défient nos lois scientifiques. Là, on est presque à 100%. Le deuxième, c'est la lumière. Les statistiques sont tombées plus tardivement, mais ça dépasse les 90%. Il y a toujours une lumière, même en plein jour, il y a toujours une lumière qui traîne quelque part. Ça, c'est les 2 premières. Il y en a 6 autres qui ont été découvertes, principalement dans la décennie 70-80, et d'autres un petit peu plus récemment. Enfin, on les a formatées un petit peu plus récemment. Donc, les 2 premières, ok, je vous le dis en passant, j'ai eu l'occasion unique une seule fois dans ma vie d'assister à ça. Laissez-moi vous dire ceci, rien dans votre vie depuis votre enfance ne vous a jamais préparé à voir une chose pareille. Ça n'existe pas. De ce point de vue, l'OVNI est une forme de bug hein, qui impacte notre réalité, mais de manière très élusive. Et quand vous voyez ça, on peut vous raconter ce qu'on veut, vous avez pris ça pour des nuages pour la Lune ou je ne sais pas quoi, ça ne tient pas tout ça, ça ne tient pas. Donc, je vous parle rapidement des caractéristiques. Je rappelle que l'information découle donc d'une interface humaine qui tourne autour de entre 2,5 et 3% de la population de la planète, à peu près. Hein. Ce qui est beaucoup, hein, par rapport à 7 milliards d'habitants, c'est quand même pas mal. Hein. La plupart de ces cas ne nous arrivent pas, parce que les témoins ne sont pas fous, ils savent ce qu'ils vivent, ils ne parlent pas, et plus la rencontre est déstabilisante et rapprochée, et moins ils parlent, évidemment.
Et ce débit d'information n'est pas continu. Il est variable, il varie sans arrêt. Et vous l'avez ici, il se trouve que j'ai lu 7000 cas de rencontres rapprochées en croisant tous les catalogues mondiaux. Ça m'a pris énormément de temps. Bon, il faut déjà les traduire, la plupart du temps c'est en anglais, il faut déjà les traduire. Je maîtrise malheureusement pas l'anglais comme l'italien, mais je peux le faire, bon, j'y arrive quand même. Donc voilà, étendu de 45 à, c'est combien? À 10, à 2010. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous reconnaissez tout de suite ici la vague de 54, hein? Il faut savoir qu'il n'y a pas que la France qui a été impactée, hein. Il y a 350 cas dans l'année au niveau mondial de rencontres du troisième type. Ensuite, ça monte en puissance. On est sur une phase différente qui commence dans les années 60 et qui va aboutir dans la fameuse décennie dite dorée en 75-80 à ça. Voilà, vous avez ici, dans les années 77-78, le maximum, c'est autour de 600 RR3 rapportés en notification par an. Voilà. Ensuite, vous avez une chute. Ça, c'est très bizarre, ça. C'est du trompe-l'œil. C'est un véritable trompe-l'œil. Regardez la date, devinez ce que c'est. Vous avez une idée? C'est la vague de 90 Non, non, la vague de... c'était un petit truc par rapport à ça, la vague de 90. La vague belge? C'est La vague belge? Non. Non, non, mais c'est un événement historique. C'est la chute du mur de Berlin. Et à ce moment-là, vous avez un tas d'informations venant de l'ex-URSS qui devient la Russie, qui passent en Occident. Mais il faut savoir, parce que je me suis beaucoup intéressé à la chose aussi, que la plupart du temps, l'information n'est pas fiable. C'est-à-dire, les Russes ont toujours été, même dans l'Union soviétique, hein, ils ont toujours été très friands de ces histoires-là. Et vous avez tout un tas de petites revues de bas étage avec des scribouillards qui écrivaient, qui inventaient un des cas pour les revues, et il y en avait plein. Donc, à force, ça monte, ça monte, ça monte, et tout ça se déverse sur l'Occident dans les années 90, 91, 92. Donc, en fait, c'est virtuel, cette histoire-là. La vérité, c'est qu'au niveau des RR3, il y a des soubresauts, mais vous voyez, ça s'atténue de plus en plus. Et aujourd'hui, on a toujours des observations, mais au niveau des RR3 et même des rencontres rapprochées, tout, ça a baissé. C'est comme ça. Voilà ce qu'on constate. Bon, faites le constat comme moi. Hein. Ah. Alors, maintenant, je vais vous parler d'une des caractéristiques. Il y en a 8 hein, de caractéristiques. Donc, rapidement, les deux premières, je vous en ai parlé. La troisième, c'est le cas de protéiforme qui a été découvert dans les années 60, ce qui veut dire qu'aucune manifestation d'OVNI n'est semblable à une autre. Moi j'appelle ça dans mon jargon le kaléidoscope, et c'est exactement ça. Donc sur la forme, ça varie beaucoup. Le cas de protéiforme n'est pas à 100%, mais il est très haut, hein, il dépasse les 90%. Ensuite, vous avez la dimension conscientielle, donc, dont on a un petit peu parlé, qu'on a réussi un petit peu mieux à chiffrer ces derniers temps, jusqu'après. Moi j'ai fait des statistiques dessus, j'étais tombé sur 13%, mais je savais que dans les RR3, 13% de cas où il y a eu une interaction de nature conscientielle, bon, je l'ai trouvé comme ça, je l'ai accepté, bien obligé, mais j'étais conscient que j'étais en dessous. Ce qui fait que quand le rapport Beyond UFO est sorti il y a 4 ans, avec de gros moyens, les Américains ont les moyens pour ça, c'est monté à plus de 60%. Donc là, même moi, je suis un peu tombé de ma chaise, hein, pour tout vous dire, mais voilà, on en est là. Donc la dimension conscientielle joue à plein. Ensuite, la cinquième, c'est l'intentionnalité, celle dont je vais maintenant vous parler. Et on ne peut pas parler d'intentionnalité en ufologie sans parler de l'élusivité qui est l'autre face. Donc, l'intentionnalité, on ne connaît pas exactement son taux statistique, on pense qu'il est élevé, certains pensent qu'il est maximal. Moi, je suis un petit peu plus mesuré sur la question pour diverses raisons. Mais en revanche, l'élusivité est sans doute la plus puissante caractéristique du phénomène. C'est d'ailleurs, il suffit de lire 200-300 cas dans la foulée, et puis vous aurez vite compris, il n'y aura pas besoin d'explication. Hein. On est à 99,7% en étant optimiste. Quelque chose comme ça. Septième, on sait depuis 50 ans qu'il y a des problèmes temporels à proximité de manifestations rapprochées. Le problème étant qu'on a appelé ça autrement. Comme on ne comprenait pas du tout ce qui se passait, bon, on a appelé ça l'effet dose par rapport à un film célèbre et un roman célèbre de la fin du 19e, mais en vérité, pendant 50 ans, on est resté le nez sur le guidon sans comprendre. D'ailleurs, il a fallu que j'en parle à mon ami Philippe Guillemant,
Il a regardé parce que les descriptions, ce que ressentent les témoins, c'est remarquablement cohérent sur toute la planète. Hein, c'est toujours la même chose. Il a regardé ça, puis il m'a dit, mais enfin, voyons. Il m'a dit, c'est évident, n'importe quel physicien, même qui ne s'intéresse pas à ça, te le dirait tout de suite. C'est des signes de déformation temporelle, voyons. Ah, bon, alors, et d'ailleurs, il a foncé là-dessus de son côté. Et la dernière, c'est la plus dangereuse. C'est celle dont on parle depuis longtemps aussi, mais elle a fait l'objet d'un biais cognitif généralisé parce qu'elle est tout simplement très dangereuse. Et en plus, personne n'a été capable de mettre un taux statistique dessus. Pas moi, j'ai essayé 3 fois. J'ai échoué, hein, comme les copains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Même moi, aujourd'hui, j'hésite, je ne suis pas capable de donner un taux statistique. Alors, c'est la dimension spéculaire. Derrière ce terme qui paraît savant se cache l'italien specchio, qui signifie miroir. Donc, c'est la dimension en miroir. En miroir de qui, de quoi? Eh bien, en miroir de nous. Et vous voyez tout de suite le danger de cette histoire-là. Qui pourrait l'utiliser et pourquoi faire? Donc, c'est pour ça que beaucoup d'ufologues ont préféré ne pas regarder ça. Or, c'est peut-être la caractéristique principale. Voilà, c'est la 8e. Alors, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est de la 5e, l'intentionnalité. Comme son nom l'indique, hein, l'intentionnalité signifie que certains cas, alors ça concerne plutôt les observations rapprochées, je parlerai du reste après, certains cas, au moins, ne se dérouleraient pas au hasard, comme on l'a longtemps cru. Au début des années 70, tout le monde pensait que bon, ben, vous passiez par là, vous voyez quelque chose se poser au sol ou pas, ou bon, tout ça était le fait du hasard. Bon. Sauf que, à partir des années 72, alors je peux vous dire quand ça a été découvert, c'est dans la période qui va de 72 à 76, et j'y ai participé. Hein. Alors ça s'est passé comme ça. Comment a-t-on découvert ça? Alors, dans ce domaine, comme je l'ai dit à EcoEvent, il y a une règle. Vous ne devez jamais croire personne sur parole, pas plus moi qu'un autre. Vous devez vérifier par vous-même. C'est la meilleure façon et de loin. Alors, pour ce faire, vous prenez, si vous vous intéressez à l'ufologie, vous avez nécessairement accès à des livres. Il y en a 650 en français, hein, de livres sur et des milliers dans le monde. Vous avez des milliers de revues, vous avez Internet aujourd'hui, vous avez beaucoup de choses. Donc, vous avez accès à de l'information. Il faut quand même la trier, faire attention. Ça, c'est un art, mais je parle très peu parce que ce serait de donner de mauvaises idées à certains. Donc, vous allez ouvrir un fichier sur votre ordinateur et vous tracez, vous faites une liste de 200 cas. C'est un peu de travail, mais pas tellement. Hein. 200 cas, c'est rien. Ça va très vite. RR1, RR2, RR3, comme vous voulez. Chronologiquement ou pas, français ou pas, vous pouvez prendre toute la planète, les États-Unis, Amérique du Sud, vous faites ce que vous voulez. 200 cas. Vous imprimez votre liste. Et, ouais, 10 minutes? Eh ben, dis donc. Vous imprimez votre liste, pas besoin d'un logiciel compliqué, de stats ou autre. Vous prenez un crayon à papier, une règle, vous tracez 4 verticales à droite. Ça fait 3 colonnes. Et vous recommencez à lire en vous intéressant exclusivement à la manière dont ça commence. Ce que personne ne fait jamais. Et vous allez vite vous rendre compte de quelque chose d'étonnant. Il n'y a que 2 protocoles d'apparition. Il n'y en a pas 36, hein, 2 seulement. Et un des 2 est toujours majoritaire sur toute la surface de la planète, à n'importe quelle époque. Il y en a un qui est à 60%, l'autre est à 40%. J'ai cité 1. Le positionnement préalable, ce qui signifie que l'objet est déjà là quand le ou les témoins le découvrent. Les témoins, contrairement à ce qu'on pense, 40% de témoins multiples. D'accord ? Deuxième, alors ça c'est PP pour les chercheurs, hein, positionnement préalable. Deuxième, eyes, arrivée impromptue sur zone, 40%. Je vais vous donner un exemple de chaque, il y en a des milliers. Hein. À partir du moment où je vous ai sensibilisé là-dessus, vous en trouverez tant que vous voulez. Hein. Premier cas, alors je me fais plaisir, c'est des cas que j'ai enquêtés moi-même. On est en 1993 et il y a un homme, une quarantaine d'années, qui fait un job un peu particulier, c'est un livreur, mais de nuit, dont le rôle est de prendre les journaux sur la Côte d'Azur, vers minuit, ça arrive par train, et il doit les monter à Digne. Et il doit être à Digne, la capitale des Alpes de Haute-Provence, vers 4-5 heures au dernier quart du matin, pour que ce soit dispatché partout. Donc il prend toujours la même route, ce qu'on appelle la route Napoléon. Voilà. Alors, ça passe par Grasse, pas Sisteron, Castellane. Et après, alors si vous connaissez la route, on est dans un milieu très désert, hein, à la fois mi-montagneux et sauvage.
il y a de grandes lignes droites, avec des champs, des arbres, enfin bon, c'est très isolé. Donc le gars est en retard cette nuit-là, il roule très vite avec son break, et à un moment il prend un virage et il se retrouve sur une de ces longues lignes droites qui peut faire plus d'1 kilomètre de long. Hein. Et tout d'un coup, on est vers 3-4 heures du matin, et tout d'un coup il voit tout est éclairé. Il se dit, oh bon Dieu, voilà, c'est bien ma chance juste ce soir, il y a un camion qui est en panne, qui est en train de brûler. Donc il va vers lui très vite, et comme vous en doutez, alors c'était à 400 mètres, hein, c'était pas un camion, c'était un objet qui était posé, heureusement pas sur la route, juste à côté. C'était d'ailleurs un cas bizarre, c'est un double objet, comme deux assiettes mises l'une sur l'autre, si vous voulez, dans le même sens. Hein. Deux objets comme ça, qui éclairaient avec une violence extraordinaire. La voiture a eu des ratés, mais heureusement elle ne s'est pas arrêtée, mais il roulait très vite. Hein. Et lui a pris la peur de sa vie, surtout quand le truc a décollé et a commencé à le suivre. Il le voyait à travers les arbres. Et donc, heureusement, à un moment, ça a dégagé. Lui, il y a eu des conséquences somatiques qui ont duré 1 mois ou 2. Et il a été très choqué par ça. Donc, j'ai passé toute une soirée avec lui à prendre ça. Voilà, ça c'est un cas classique de positionnement préalable. Alors, deuxième cas, l'arrivée impromptue sur zone. Ça, c'est un cas que je connais très bien parce que je connais le témoin, on va l'appeler Chloé. À l'époque, ça se déroule en novembre 76. Chloé a 22 ans. Et elle descend de Chamonix. Alors, elle fait la route inverse, c'est dans le même coin. Elle fait la route inverse. Et elle descend de Chamonix où elle a donné un stage de ski. Et il y a une autre façon de prendre la route. Quand vous quittez Digne, vous revenez sur ces routes. Et à un moment, vous prenez à gauche par un petit village qui s'appelle Barème. Et vous montez dans la montagne. Alors, j'ai fait 2 reconstitutions sur place avec elle à Barème. Donc, elle sait, parce qu'elle a vu à l'horloge de Barème, à minuit moins 20, elle est à Barème. 4 minutes après, elle est là. Alors, il faut dire que ça date de 2011, j'ai fait la photo en 2011, et la route a été un peu élargie depuis. À l'époque, c'était un peu plus étroit, hein, la route. Et tout d'un coup, Chloé voit sur la partie droite de son pare-brise, elle voit ce qu'elle prend pour Jupiter. C'est une très bonne connaisseuse de la nature. Hein. Donc elle se dit, tiens, Jupiter est vraiment, il fait froid, c'est vrai, Jupiter est très brillante ce soir, elle est très visible. Sauf que Jupiter commence à se déplacer à toute vitesse dans son pare-brise, vient pile à sa verticale, et tombe sur la route, là-bas, dans le contre-virage. Et elle, alors, déjà, la descente, là... Oula, attendez, hein. Ah, il faut venir me rapprocher. Ouais. Donc, je continue mon blabla. Voilà. Déjà, la descente l'a beaucoup impressionné parce que c'est tombé très très vite, un peu en spirale. Et surtout, il y a eu une façon de s'arrêter comme s'il n'y avait pas de gravité, très particulier. Et ça s'est transformé en une toupie multicolore qui était extrêmement lumineuse, mais qui n'éclairait pas la route, curieusement. Et, alors, elle s'est arrêtée tout de suite, elle s'est serrée à droite. Bon, il faisait froid, les vitres étaient montées, le moteur tournait normalement. C'est une Austin, mini Austin. Hein. Et tout d'un coup, la toupie est montée, s'est transformée en une boule verte. Vous savez, ces fameuses boules vertes dont on parle depuis 1947. Il y a des milliers d'observations dans le monde. Et la boule verte a commencé à venir vers elle. Donc, ça allait assez vite. En, disons, 20-30 secondes, elle est arrivée à son niveau. Donc, elle a pu très, très, très bien voir cet objet. C'était pas une sphère lumineuse transparente, c'était un objet. Et c'est passé, ah ben c'est pas compliqué, hein. Si la vitre avait été baissée, elle aurait fait ça, elle l'aurait touché. C'était une sphère d'1,50 m, noire, métallique, d'apparence métallique, de la fonte, elle m'a dit, un peu luisante. Et alors, elle a repéré tout de suite que derrière la sphère, parce qu'on le voit grâce à la déclivité du lieu, elle a vu que derrière la sphère lumineuse verte, il y avait ce qu'elle a appelé une barbe à papa, c'est-à-dire une chevelure qui la suivait comme ça sur la route. Bon. Et quand c'est arrivé à son niveau, elle a très bien vu que la sphère était entièrement percée de trous et que c'était par ces trous, il y en avait des dizaines et des dizaines, que sortait cette espèce de gaz vert phosphorescent qui glissait comme ça, comme la pluie sur le pare-brise d'une voiture, si vous voulez, quand vous roulez vite. Hein. Et ça faisait la chevelure derrière. Hein, voilà. Ensuite, la sphère a sauté, dès qu'elle a dépassé, elle a sauté sur un petit monticule, et elle a disparu, toujours en éclairant les arbres, mais pas le sol, dans la montagne que vous voyez sur le côté. Alors j'ai fait un dessin, le voilà. On voit son Austin ici. J'ai fait une centaine de dessins, hein, je pourrais vous en montrer pendant toute la journée, de certains cas, parce que c'est intéressant pour les mémoriser, les flasher.
voyez. Donc voilà ce qu'a vu Chloé. Ensuite, elle a repris sa route. Elle a tenu à revenir le lendemain. Elle est remontée, elle habitait Antibes à l'époque. Elle est remontée le lendemain, tellement elle avait été secouée, pour déposer face aux gendarmes de Digne. Et ils l'ont pris au sérieux. Pourquoi? Parce que la même nuit, 2 heures plus tard, il y avait des gendarmes en moto qui avaient pris la fameuse sphère en chasse dans les champs au-dessus de Digne. Et ils l'ont perdu finalement dans les champs. Donc ils l'ont pris au sérieux et il y a eu une enquête de gendarmerie sur le cas Chloé. Donc Chloé, c'est une amie de longue date, genre on se voit une fois tous les 2 ans à peu près. Alors je la charrie, c'est une très bonne artiste, en plus très demandée. Elle était capable de refaire le verre exact, etc. Alors je la charrie de temps en temps. Je lui dis, Chloé, t'aurais pu baisser ta vitre, et elle m'a touché, elle me dit, mais ça va la tête. Alors, je signale que la voiture n'a pas connu de raté ou quoi que ce soit. Hein. Dès que la sphère est passée, elle est repartie à toute vitesse, et content. Et la peur ne lui est venue qu'après, d'ailleurs. Sur le coup, elle était tellement scotchée que... Bon, voilà le cas Chloé. Et c'est un exemple typique d'arrivée impromptue sur zone, repérer simplement bien comment ça se passe, ça apparaît, ça vient à sa verticale, ça tombe devant elle et ça vient vers elle. D'accord? Bon. Alors ces cas sont tellement nombreux que dans les années 73, il y a quand même des chercheurs, des ufologues de toute nature qui commencent à se gratter la tête et se dire, bon Dieu, mais on a l'impression que ou l'OVNI est là posé, il attend le témoin, ou qu'il vient carrément le provoquer. Bon, et c'est comme ça que germe la notion d'intentionnalité. Mais on n'a pas la preuve. Certains vont dire, mais non. Il y a un cas sur 10 seulement qui arrive à notre connaissance. Donc on ne peut pas tenir des raisonnements comme ça. Si on prend le premier cas, l'objet aurait pu être à 150 mètres dans le champ, toute lumière éteinte, et ben le témoin serait passé à côté, il n'aurait pas vu. Effectivement, c'est un argument recevable. Sauf qu'il y a un troisième larron qui va s'inviter. C'est pour ça qu'il y a 3 colonnes. C'est le stimulus. Ah, le stimulus en ufologie. L'exemple classique de quelque chose qu'on a sous le nez depuis le début. Et quand je dis depuis le début, c'est avant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Et qu'on ne... Vous savez, c'est comme dans la vie. Vous voyez plus ou moins ce que vous avez sous les yeux. Ce que vous avez sous le nez, vous ne le voyez pas toujours. Bon. 2 exemples. Encore une fois, 2 exemples de ça. Prenons le cas français le plus connu, le cas de Valençol. 3 enquêtes de gendarmerie officielle, connues en long, en large et en travers. Quoi qu'on ne connaisse pas tout. Mais enfin bon, passons. J'ai posé la question, hein, autour de vous, à des gens qui connaissent, hein, bien sûr, comment commence Valençol? Je l'ai fait, moi. J'ai posé la question. Et 8 fois sur 10, on m'a répondu, ah ben c'est un brave cultivateur de lavande qui, un beau matin, très tôt, voit un truc sur son terrain, et il prend ça pour une voiture, il s'approche, et non. Alors c'est pas faux ce qu'on dit, mais c'est pas comme ça que commence Valençol. Reprenez l'enquête, reprenez bien les enquêtes, et ayez la surprise de découvrir comment ça commence. D'accord? Deuxième cas, également très connu, c'est peut-être le deuxième cas français, alors ça c'est Valençol. Voilà, ça c'est le deuxième cas français, peut-être le plus connu. L'affaire de la plaine des Cafres à La Réunion, qui s'est déroulée le 31 juillet 68. Alors là aussi, c'est une sorte de petit fermier local qui cherche des herbes pour ses lapins dans une clairière isolée qu'il connaît bien. Et tout d'un coup, il voit devant lui à 20 mètres un objet, pour le moins curieux, qui est transparent, qui est suspendu à, mettons, à peu près 1 mètre au-dessus du sol. C'est comme ça que commence la plaine des Cafres, dans l'imaginaire de tout le monde, oui, c'est comme ça. Mais reprenez, on a la chance d'avoir un rapport d'enquête, reprenez le rapport d'enquête, intéressez-vous à la manière dont ça commence, vous verrez que c'est pas du tout comme ça que ça commence. En vérité, le fermier était accroupi, le dos tourné, quand un bruit particulier l'a forcé à se relever et à se retourner, et c'est là qu'il a découvert. Et ce scénario-là, il est présent depuis très longtemps. J'ai travaillé sur un cas en Italie qui date de l'été 44, on était encore en guerre. On est exactement dans la même situation. Le témoin a cherché un son qui provenait de la forêt pendant 10 minutes et il a fini par tomber sur une clairière où était l'objet. Alors, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne veut rien dire. Mais vous connaissez la formule, 10 fois ça va, 100 fois ça ne va plus. Ça, oui, on est où? 5 minutes? Ça marche. J'essaie de tenir la cadence. Alors, je peux vous donner des pourcentages en ce qui concerne les stimuli. Donc, un stimulus, des stimuli. Les stimuli sont présents à peu près entre 50 et 60% des positionnements préalables et autour de 65% des arrivées impromptues sur zone, ce qui est d'ailleurs logique.
Voilà. Eh bien, c'est par les stimuli que l'on a découvert l'intentionnalité. Pourquoi? Parce que dans tous les pays, il existe des cas où les témoins étaient dans une situation très particulière en espace fermé, où le stimulus, du coup, a duré, tenez-vous bien, 1 heure. Jusqu'à ce que les témoins sortent, et comme par hasard, c'est là que tout a commencé. Mon meilleur ami depuis 68, Gérard, a fait en 2010 une observation à Apt avec toute sa famille, ils étaient 4, 1 heure d'effet stroboscopique sur la terrasse. Ils ont fini, c'est sa femme qui l'a repéré. Ils ont fini par sortir. D'abord, ils croyaient que c'était des gamins. Ils ont fini par sortir, et c'est là que le phénomène est arrivé, d'énormes plateformes illuminées et tout et tout. Donc, à partir de 75-76, les chercheurs français, les meilleurs en tout cas, savent. Le public ne sait pas. Mais alors, la question qui se pose, est-ce que toutes les rencontres rapprochées sont concernées par l'intentionnalité ou simplement une partie d'entre elles? Moi qui ai lu 7000 cas, je peux vous dire que, enfin, c'est mon avis, je pense qu'elles sont toutes concernées. Toutes. Il suffit de repérer la façon dont ça commence et vous n'aurez plus aucun doute. Alors, à l'époque d'ailleurs, de nouveaux concepts entrent en jeu. On commence à parler d'ostentation. L'ostentation, c'est la volonté un peu trop visible de se montrer à tout prix. C'est souvent le propre d'un acteur, d'ailleurs, de théâtre, un cabotin. Un autre terme fait son apparition, un peu oublié aujourd'hui. On commence à parler de comportement histrionique du phénomène ovni. Qu'est-ce qu'un histrion? C'était un acteur de théâtre dans la Rome antique. Vous voyez que ça se rejoint. Donc les chercheurs français savent, mais ils ne sont pas les seuls à savoir. John Allen Hynek, que vous connaissez certainement tous, dans son fameux livre OVNI, mythe ou réalité, le dit. Il l'écrit. Vérifiez, ne me croyez pas, vérifiez. Page 170 de la traduction Belfond de 1974. Gabriel Veraldi le dit dans sa très belle introduction à Peter Sturrock, Les ovnis devant la science, édition du Châtelet 2002. Lisez l'introduction de Veraldi, il le dit de manière encore plus explicite. Donc on sait, ça fait 50 ans qu'on sait qu'il y a intentionnalité. Alors je vais terminer par là parce que le temps passe vite. Nécessairement, une caractéristique, quand on la connaît, ça devient aussi une clé. C'est-à-dire que vous la questionnez, vous allez vite vous apercevoir du niveau de cohérence extrême entre toutes les caractéristiques. Vous ne pouvez pas en questionner une sans vous apercevoir que celles d'à côté réagissent aussi et participent de la réponse éventuelle. Ça, c'est une première chose. Ensuite, nécessairement, la caractéristique va bousculer votre propre représentation mentale, consciente ou pas, du phénomène. Il va vous ouvrir votre champ de vision. C'est-à-dire que vos grilles de lecture vont s'améliorer. Ça, c'est certain. Et puis surtout, on en vient à ce qui fâche, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences quand même à cette histoire-là. Alors l'humain n'aime pas beaucoup, il aime même très peu les conséquences, c'est comme ça. Mais il y a des conséquences. Alors quelles sont ces conséquences? D'un premier jet, je dirais, il y en a 4 qui s'enchaînent. Premièrement, donc, ces cas ne se déroulent pas au hasard, contrairement à ce qu'on croyait pendant des décennies. Deuxièmement, ça c'est plus bouleversant, les témoins non plus ne tombent pas par hasard sur une observation rapprochée. Hein. On est bien d'accord. Vous savez, le gars en 54 qui part à son boulot à 6 h du matin en vélo, là, et qui voit dans le champ juste à côté un objet posé et qui décolle. Il dit, ah ben, c'est tombé comme ça, c'est arrivé comme ça. Non. Les témoins font partie intégrante de la manifestation. Et pourquoi ça? Philippe Gaiement me donne la réponse. Parce qu'ils sont pris à leur insu dans l'hyperphysique ovni, qui les dépasse complètement. Et évidemment, alors il est amusant quand on fait beaucoup d'enquêtes, de temps en temps, vous tombez sur un témoin qui vous dit, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps encore, écoutez monsieur, moi et ma femme, on en a parlé, on va vous dire quelque chose, surtout le répétez pas, déjà comme ça on n'a pas envie de passer pour des cinglés, mais on a eu l'impression que ça nous était destiné. Je comprends pas, on comprend pas. Donc vous voyez comme quoi. Alors, ensuite, là ça me fait plaisir, c'est le 3e point. Moi qui ai toujours pensé que les RR 1, 2, 3 étaient autre chose que la manière dont on les appréhendait, qu'il y avait autre chose derrière. J'en viens à dire aujourd'hui que c'est peut-être bien un élément central de l'interaction de cette intelligence avec nous. Et je le dis bien dans ce sens-là. Hein. D'accord? Et puis il y a une 4e conséquence quand même, sur laquelle il va falloir réfléchir sérieusement. C'est que quand il y a en face une volonté, une volition, une dynamique, une énergie, il y a souvent un objectif recherché.
un mobile, comme on dit dans une enquête policière. Et du coup, évidemment, ça déplace le questionnement. Quel est ce mobile? Voilà une question type de la recherche à laquelle je m'efforce de répondre. Et c'est une question évidemment très très intéressante, sur laquelle je ne vais pas vous donner réponse. Elles seront parties dans mon livre. Mais ça fait fantasmer, phosphorer. Ça ouvre votre champ de vision d'avoir accès à une caractéristique. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais répondre à vos questions. Ok, merci Eric, c'était assez bluffant. Donc effectivement, tu nous as ouvert les esgourdines de la conscience, donc c'est plutôt sympathique et de bonne aloi, voire salutaire. Merci à ce sens civique suisse qui nous a dit, que nous connaissons grâce à toi. Créativité florentine. Ouais. Alors, question dans la salle. Y en a-t-il une? Ça se dresse tout de suite, s'il te plaît Jean-Louis. Une deuxième là-bas. J'arrive. Oui, je voulais juste, j'ai pas trop compris quand vous parliez de la dimension spéculaire en miroir. Oui. J'ai pas compris du tout cette notion. Ah mais c'est pas étonnant, beaucoup la comprennent pas. Ce n'est pas étonnant, beaucoup. C'est Florentin, oui. Beaucoup ne la comprennent pas, y compris dans le milieu ufologique. Ce phénomène se comporte de façon très souvent dans ses démonstrations en miroir de nous-mêmes. Et là où ça devient compliqué, c'est qu'il y a 3 niveaux Alors, la déclinaison principale, la plus connue en ufologie, s'appelle le mimétisme ovni. Le premier niveau est très connu, il est documenté, il est connu, il n'est pas toujours admis, mais il est bien connu. C'est la capacité à imiter certains de nos artefacts, principalement aériens, mais pas toujours. Il y a des choses au niveau du sol qui peuvent être mimées également, ce sont les cas les plus redoutables. D'ailleurs, les gens qui ont vécu ça, moi j'en ai connu, j'ai connu un couple qui a vécu ça, je peux vous dire qu'ils s'en sont jamais remis et qu'ils ont refusé d'en parler de toute façon après. Donc, voilà, mais ça, c'est connu, c'est admis, et ce n'est pas très différent d'une observation classique en ufologie, si vous voulez. Bon, voilà. Hein. Et tous les jours, il y en a un, régulièrement. D'ailleurs, attendez, on va... Est-ce que ça marche? Non? Ah, eh ben voilà. Voilà le cas de mimétisme français le plus connu. C'est passé en 90 à Fény dans le Nord, qui est déjà un haut lieu d'observation. Et ce qui est passé au-dessus de la tête du témoin, qui en plus était un spécialiste de l'aéronautique, il a reconnu tout de suite ce qui venait. Ça a duré un quart d'heure, hein, cette histoire, parce que ça venait à 2 km/h, ce qui est impossible pour un jet, évidemment. C'est un Mirage 4000, mais qui a été déformé, qui est tronqué. Voilà. Et il était tellement bas que le témoin a eu le temps d'aller chercher une lampe, de l'éclairer par-dessous, c'était un peu comme une peau de crocodile. Et ils l'ont vu partir. L'arrière, c'était pas des réacteurs, hein, c'était des phares très puissants. Voilà. Il y a eu le même cas qui s'est déroulé aux États-Unis 2 ans après. Vous reconnaissez, pour les connaisseurs, un Blackbird SR-71, l'avion le plus rapide de son temps. Là aussi, il y a 4 témoins, comme dans le premier cas. Exactement le même scénario. Donc ça, c'est des cas bouleversant mais facile, si vous voulez. C'est bon, voilà, on est d'accord ou pas, mais c'est comme une observation d'OVNI, finalement. Mais le problème, c'est qu'il y a un deuxième niveau, il y a en fait 2 niveaux au-dessus, mais c'est le deuxième niveau qui pose problème. C'est que ce phénomène paraît capable de s'intégrer dans ce que j'appellerais un niveau contextuel, au sens historique. Les Allemands ont un terme intéressant pour ça, c'est le Zeitgeist. Ça veut dire l'air du temps. Et effectivement, quand vous reprenez l'histoire ufologique, mais vous tombez des nues, parce que vous apercevez qu'à un tas de moments, il y a eu des observations liées au Zeitgeist. Et il y a une chose étonnante là, c'est que dans le premier niveau, vous en apercevez tout de suite, dès que ça sort, hein, en tant qu'information, enquête. Mais là, non. Là, ça marche pas. Hop, ouais, 1 heure. Non, ouais. Là, ça marche pas. C'est le temps qui est un révélateur, mais absolument impitoyable, qui vous révèle ça 30 ans après. 30 ans après, on se dit, mais attends, vu le contexte de l'époque, là, ce qu'on a vu, mais ça a un lien.
Et ça, cette expérience, vous pouvez, si vous vous intéressez à ça, vous allez commencer à la renouveler. La renouvelez pas trop quand même, parce que ça va méchamment vous perturber. Même s'il y a des explications, ça risque de vous perturber très fortement. Et il y a un troisième niveau dont je ne parlerai pas ici, mais qui est beaucoup plus réduit, où c'est très personnalisé par rapport à un témoin. Il se trouve que j'ai enquêté il y a 45 ans sur un cas comme ça, je peux vous dire, bon, c'est un cas qui demanderait 2 heures pour que je vous en parle, où le témoin a pisté les êtres dans la nuit, dans la forêt, il a tenté de les capturer, enfin bon, c'est une histoire de l'autre monde. Voilà, mais ça, il y en a très peu, hein, de cas comme ça. Voilà, ce sont les 3 niveaux de la dimension spéculaire du mimétisme en miroir. Voilà. Autre question? Au moins, comme ça, c'est dit. Une autre question là-bas, ici? Yes, allez, on y va. Oui, alors moi je me pose une question. Oui. Je m'intéresse aux ovnis, à la conscience, et je me demandais des petites interventions que j'ai vues, pas grand-chose évidemment, je dis tout le temps dans ma tête et partout, je veux pas avoir des trucs de ouf parce que je suis une trouillarde, voilà, je veux bien savoir, mais je veux pas avoir. Et ce que j'ai vu, en fait, j'ai toujours vu à ma mesure. Pas possible. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une intervention quand nous on fait la démarche de dire oh là là, je suis une trouillarde, je veux pas voir ça? Est-ce que ça peut... Alors je vais prendre la parole pour Philippe Guillemant parce que je l'avais encore au téléphone il y a 3 jours et on a parlé de ça. Alors lui a une théorie un peu particulière. Il a inventé un néologisme pour ça. C'est une erreur d'adressiation. Bon, enfin je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ce qui est sûr, il m'a dit, au moment où l'OVNI émerge de l'espace-temps, il a absolument besoin de savoir où il se trouve et donc il entre en interconnexion conscientielle avec ce qu'il y a dans l'environnement. Et ça explique ce que vous venez de dire. Ce que ça explique moins, c'est l'effet de résonance qui s'ensuit après, dont Jean-Michel a parlé d'ailleurs. Aux États-Unis, il y a un livre qui vient de sortir là-dedans, mais avec la dimension américaine, il parle de virus, etc. Mais nous, on connaît ça depuis les années 70. Moi, j'ai rencontré de grands enquêteurs, ils le savaient tous. Ils ont tous dit, mais il y a un effet de résonance derrière, on ne sait pas comment l'expliquer. Et ça peut toucher même des gens de votre famille qui ne sont absolument pas partie prenante de l'observation, ou des amis. Et ça, c'est très déstabilisant. Voilà. Et, donc, on discute de ça en ce moment. Tu veux dire, à travers le mot résonance, tu veux évoquer l'idée qu'il y a une propagation oui. en termes d'impact ouais. psychologique en quelque sorte. Oui, et surtout en termes de phénomènes psy. Et c'est ça qui est déstabilisant. Donc ça fait partie des explorations en cours oui. dans ce que vous échangez notamment avec Philippe, ouais. qui est les interactions, les ouais. nouvelles frontières qu'il va y avoir entre la question ovni d'un côté et la question psy de l'autre. Mais oui, mais on sait depuis longtemps qu'il y a... Alors ça ne veut pas dire que l'un est l'autre, hein, attention. Mais ça veut dire qu'une hyper-intelligence aurait pu accéder à ce niveau-là, qui est un niveau très avancé, et qu'elle s'en servirait. Et inversement, ça peut être aussi que l'hyperphysique peut être une clé pour appréhender les questions psy. Oui, pour certaines raisons, oui. On en est là, on en est à discuter de certaines choses en ce moment, un peu pointues, enfin pointues, c'est pas qu'elles sont pointues, c'est que c'est difficile à déchiffrer, à décoder, voilà. Vous êtes en train de l'explorer. Oui, mais moi je travaille là-dessus depuis longtemps. L'effet miroir, bon, je suis un lecteur acharné d'Albert Camus, et j'ai toujours en tête ce qu'avait dit Albert Camus d'un miroir. Un miroir renseigne, mais n'enseigne pas. Pourquoi en est-il ainsi? Il vous renseigne sur votre état déjà le matin devant la glace. Mais pourquoi n'enseigne-t-il pas finalement? Parce que enseigner veut dire un apport extérieur qui viendrait vers vous, dans le cognitif. Eh bien, pour une raison très simple, très curieuse, mais très évidente quand on la réalise, un miroir reflète absolument tout, sauf lui-même. Donc la question, c'est que dans le cadre d'un métalangage, on sait qu'il y a des anomalies qui pourraient servir d'éléments. Est-ce que ce sont des éléments en miroir de nous-mêmes ou est-ce que c'est réellement des indications qui nous sont données à la marge? Ça, c'est la question sur laquelle je pense beaucoup en ce moment, sur laquelle je travaille. Ouais. Très bien. Il y a une question au fond. Non, attends, il y en a une. Ah non, il y en a une là encore. Ouais. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Mano, ici à la Turballe. Et c'est pas forcément une question. Ah oui. Le 14 février, j'ai vécu quelque chose. Moi, je ne me suis jamais intéressée aux ovnis ou quoi que ce soit. Et le 14 février, avec 2 amis sur la Turballe, je quittais la Turballe pour aller reconduire mes amis sur l'Esquerre. Et au carrefour de Mirou, ça s'appelle ici pour ceux qui connaissent un petit peu la Turballe,
Donc au-dessus de ma voiture, c'est moi qui conduisais, j'avais un énorme rond, enfin un énorme cercle qui faisait à peu près 4 fois la largeur de ma voiture. Mais vraiment, ça c'est parti directement à la verticale, avec deux nuances de couleurs, une lumière rouge et une lumière orangée, ça faisait un cercle comme ça. Et c'était impressionnant, très impressionnant. Donc je me suis même pas posé la question, est-ce qu'il allait nous écraser, est-ce qu'il était en position de descente ou est-ce qu'il était en position de levée. Et donc mon ami a dit, ben non, mais arrête-toi. Donc je me suis effectivement arrêtée 2-3 mètres plus loin. Il était 22h22, c'était le soir. Et c'est un truc de malade. Et donc on était quand même 3 à avoir vécu ça en même temps. Et le fait d'arrêter la voiture, et ben moi comme une sotte, j'avais les yeux que fixés sur ce truc. Et comment vous dire, à un moment donné, mon ami a eu le bon réflexe de filmer. Et à partir du moment où il a pris une certaine attitude, et bien là il est parti direct vers la mer, donc direction Kerkabelek, pour ceux qui connaissent un petit peu le local. Et puis ben disparu. Donc on a le petit film. Et ça s'est reproduit. Donc non, pour finir avec ce sujet-là, moi après coup, je me suis dit mais c'est quoi cette histoire? Et j'aurais pu avoir une énorme peur. Et ben non, j'étais complètement euphorique. J'ai une énergie qui s'est décuplée depuis, et c'était impressionnant. Et la deuxième chose que j'ai vue, et encore avec les mêmes amis, et donc là c'était à Moutier-en-Ré, samedi soir dernier. Et donc là, c'était pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que ça faisait une espèce de cercle, mais très haut. Et tout d'un coup, ça s'éteignait. Et